Nous allons entrer dans les profondeurs de l'âme. On a des témoins de grande qualité qui viennent ce soir. Et donc, pour être vraiment disposés à les entendre, nous allons confier cette conférence, cette rencontre à l'Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Et celle qui a reçu l'Esprit Saint, c'est la Vierge Marie. Alors, on tourne le dos à l'autel, mais Jésus est là. Donc on confie cette soirée à la Vierge Marie. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons un micro, voilà, nous allons nous adapter à ce micro. Si jamais pendant la conférence vous entendez mal, vous levez la main pour l'aspect sonore. En revanche, pour les questions, il va y avoir un temps de questions à la fin de la conférence. Donc pendant 3 quarts d'heure, je fais parler mes invités, et ensuite il y aura les petits papiers qui circuleront, et vous n'hésitez pas à écrire vos questions que je reposerai à nos invités. Je promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, et de t'aimer tous les jours de ma vie. Ces paroles, Charlotte, bonsoir. Vous les avez échangées le 27 mai 2006 à la Sainte-Chapelle de Clermont. Une alliance scellée tous les deux avec le Christ qui vous tient, que vous tenez, chacun avec force contre vents et marées. 18 ans de vie dans le mariage, 6 enfants, Colline, Flavine, Blandine, Perrine, Martin et Rémi. Et une vie, on peut dire, sacrément inondée. Alors, la maladie et ses conséquences ont passé votre amour au sécateur. Vous vous retrouvez un peu dopé depuis 2 ans. Mais à quel prix? C'est ce que nous allons voir avec vous. Comment un couple et une famille peuvent-ils tenir face à l'épreuve de la maladie psychique? Vous en témoignez dans ce livre, alors probablement que vous l'oubliez déjà. Il est sur une pile, et Marc le dédicacera à la fin de cette rencontre. Vous vous mettez à nu humblement. J'aimerais savoir d'abord ce qui fait que vous vous êtes dit ok, on y va, on écrit ce livre, parce que vous vous exposez énormément, vous mettez presque, vous pourriez vous mettre en danger. Quelles ont été vos clés du discernement? Alors déjà, quand vous parlez de danger, je pense que le danger, on en a traversé d'autres qui étaient plus importants que celui-là. Chez Marc, ça a été assez naturel de vouloir se livrer parce que c'est un homme qui a une grande humilité et qui est très attaché à la vérité. Pour ma part, ça a été plus compliqué parce que moins naturel chez moi, et puis j'ai vraiment en horreur l'idée qu'on puisse imaginer qu'on a un mérite quelconque au travers de cette épreuve, de la façon dont on sort de cette épreuve, on en sortira parce qu'on n'est pas sorti. Et donc c'était difficile. J'avais pas qu'on me dise ah là là, qu'est-ce que t'es fort, oui, j'ai une certaine force, une certaine capacité de résilience. J'apprends beaucoup à l'école de Marc, en articulation, pardon, mais il n'y a aucun mérite que je ne tire pas de la grâce que le Seigneur a mis en moi. Et du coup, je me dis ok, je te suis, je te fais confiance, je te suis. Et vous, Marc? Alors, moi, c'était un besoin de donner du sens. Donner du sens d'abord à nos enfants qui ont vécu des choses qu'ils n'ont pas compris sur le moment, des choses violentes, des choses dures, avec un père qui s'est transformé en démon. Donner du sens à mon entreprise aussi, leur faire comprendre pourquoi je me suis absent 2 ans. Donner du sens à nos amis, donner du sens à ma famille, à mes frères, à mes sœurs, à mes beaux-frères, belles-sœurs. Et puis aussi, la deuxième raison qui était aussi forte que la première, c'était de rendre à Charlotte ce qu'elle m'a donné comme on se parle. Parce que vous avez dit de le comprendre, mais sans elle, en fait, je
serais sans doute pas là ici aujourd'hui. Alors, cette époque, certains la connaissent, d'autres pas forcément. Je vais citer notre fils aîné, voilà, vous avez demandé à chaque enfant de donner son témoignage, sa petite patte, librement. On leur a dit aucune limite, vas-y, je te laisse carte blanche. C'était audacieux. Rémi, voilà, je cite Rémi. Mes parents se hurlaient dessus, mes sœurs pleuraient. Alors lui, c'est Marc. Je lui ai répété que Marc Brunto, le capitaine Brunto, le mari de Charles Brunto, le père de 6 enfants, le gestionnaire de crise, aurait honte et dégoût de l'alcoolique qui lui avait piqué ses traits et qui me dévisageait avec ses yeux vitreux, ne tentant même pas d'embrasser mes yeux. J'en passe. J'avais gagné. J'avais vaincu la chose affreuse qui habitait mon père. Cette chose appelée bipolarité. J'avais 15 ans. Je n'ai pas du tout cité, mais on sent déjà l'état dans lequel était votre fils et on voit l'état dans lequel vous étiez. Oui, lui aussi il vit dans la vérité, je pense que vous vous en rendez compte. C'était essentiel pour nous qu'il puisse s'exprimer sur ce sujet, en vérité, et avec les autres. Alors après, c'est effectivement, ça a été une épreuve pour moi de lire cette lettre. Mais pour lui, ça a été salvateur, et pour moi aussi. On a clarifié notre relation de père à fils, dans la franchise, dans l'honnêteté et dans la vérité. Et ça, il en avait besoin pour lui se soigner. Moi, je l'ai soigné, mais lui avait besoin de se soigner. Et à travers cette lettre, qui est certes que je n'attendais pas aussi dur en fait, mais à travers cette lettre, il s'est soigné. Et on s'est soigné avec de l'amour en fait. Cette bipolarité a assez longtemps sans que vous puissiez la nommer réellement. En fait, elle se cachait derrière ces symptômes qui étaient votre alcoolisme. Donc au départ, vous n'avez pas pu, vous avez mené une grosse bataille. Enfin, il fallait déjà prendre conscience de cette première bataille, mais c'était la partie émergente de l'iceberg. Oui, j'ai eu quelques surprises dans mon parcours. D'abord, l'alcool, ça a toujours été une très bonne amie. Et même quand je me suis marié, ayant eu un père alcoolique, je savais que j'avais un sujet à traiter à un moment ou à un autre de ma vie, et que plus tôt je le traiterais, mieux je m'en porterais, et plus de chances j'aurais de m'en sortir. Donc à 38 ans, j'ai dit à Charlotte, écoute, j'ai une opportunité pour partir en Vendée. Voilà, mon cœur est vendéen, donc j'étais ravi de partir là-bas, et je lui ai dit, écoute, si on va là-bas, j'arrête de boire. Je suis arrivé dans le bureau d'un alcoologue qui, au-dessus de son bureau, avait la Sainte Famille. J'ai compris que j'étais à ma place. Il m'a aidé à arrêter de boire, et puis en arrêtant de boire, en fait, il a continué à m'observer parce que pendant le même temps, je participais aussi à un groupe d'alcooliques anonymes du diocèse, dont je faisais partie. J'ai arrêté de boire. Il m'a dit, c'est curieux, tu as arrêté trop facilement. J'avais un peu envie de m'énerver. Je lui ai dit, non, mais tu te rends pas compte, etc. Il m'a dit, non, mais il y a quelque chose d'important qu'il faut que tu saches, c'est que c'est peut-être un symptôme d'une autre maladie. Pourquoi? Parce qu'il a observé chez moi, en fait. Alors, j'avais déjà eu un premier diagnostic, mais il a observé chez moi des vagues d'humeur. Et il m'a dit, effectivement, un médecin que tu détestais, peut-être que tu étais bipolaire, mais aujourd'hui, il y a un médecin que tu aimes qui te dit que tu es bipolaire. Et là, vous prenez le diagnostic en pleine tête. C'est parce que vous allez voir votre femme en pardon, parce qu'en fait vous êtes marié en étant bipolaire, vous ne saviez pas. Alors je suis culpabilisé comme un dingue de ne pas l'avoir mis à Charlotte alors que je ne peux plus ça. Mais voilà, le diagnostic est arrivé à ce moment-là. Donc j'avais 2 sujets à traiter. Le premier, l'alcool, que j'avais commencé à peine à traiter, et le deuxième, la bipolarité. Donc j'ai dit, je traite le premier, c'est déjà pas mal l'alcool, les bipolarités, on la met de côté, on verra plus tard. Puis finalement, les choses vont être. Alors Charlotte, vous, depuis les fiançailles, vous aviez déjà vu des signes annonciateurs de tous ces troubles. Cette question de l'alcool, vous l'aviez déjà observée, elle vous a inquiété, et puis voilà, tout de suite. Mais déjà, ce début je parle de votre mariage, c'est sûr. Alors, une des choses qui a fait que je suis tombée amoureuse de Marc, c'était que
c'est un garçon qui est très entier, qui était capable de prendre sa 205 pourrie et de monter pour traverser la France de Montpellier à Versailles dans la nuit pour venir me porter un bouquet de fleurs et tout. Et ça, moi, j'ai trouvé ça dingue. J'ai pas envie de faire la relecture de ça en fait. Je garde ça dans mon cœur comme une preuve d'amour énorme et que j'ai prise comme telle et j'ai pas envie de me dire voilà. L'alcool, ça a été très vite un sujet. Vous avez pu lire que nous avons été préparés au mariage par l'abbé Grosjean et déjà je lui en avais parlé. Et puis oui, c'était un sujet, mais j'ai pas. Je n'aimais pas les états dans lesquels il était quand il buvait, parce que c'était toujours trop, mais je me suis aperçue assez tard que ce trop, c'était de l'alcoolisme. Alors en fait, il y a une étape importante à la fin de fiançailles, c'est l'Afghanistan, qui, après coup, en fait, a fait basculer votre façon de vivre et de boire. L'Afghanistan, puis, alors on ne peut pas dire toutes les plages de vie pour cette audience, mais l'Afghanistan, puis le suicide de votre frère. Et là, en fait, tout bascule, tout part en état. Alors l'Afghanistan, c'était 6 mois de ma vie qui ont été horribles. Je n'étais pas préparé à ça. Mais je n'avais pas le choix, c'est ce que je voulais, c'est ce que je rêvais. Je dis dans le livre que c'était mon rêve d'enfant, c'est aussi mon cauchemar d'adulte. Voilà. L'Afghanistan, c'était plutôt un choc post-traumatique en mode de boomerang. Je l'ai lancé bien fort. Je suis rentré, je me suis marié, je me suis terminé, on n'en peut plus. Et puis il est revenu plus tard. Le suicide de mon frère, ça n'a pas été un moment. Je me suis plaint tout de suite. J'étais quasiment sur place parce que j'étais à quelques kilomètres de là. Bon, ça a été un peu pour toute la famille, une incompréhension totale, et puis un gâchis énorme d'un homme extraordinaire qui lui aussi, je pense, a été déstabilisé par une santé psychique qui était complètement désordonnée. Donc voilà, ces deux chocs-là expliquent sans doute en partie ma maladie. Je pense que j'avais un terrain fragile avec les 10 premières années de ma vie très heureuses, les 10 d'après assez cauchemardesque, mais je le vivais plutôt bien. Et puis, donc un terrain fragile de l'enfance, et puis après deux chocs majeurs qui font qu'en fait, je me cachais dans l'énergie et puis dans l'alcool. L'alcool était incroyablement salvatrice pour oublier, pour rêver, pour être heureux. Voilà. Alors aujourd'hui, ça fait 2 ans que vous n'avez pas bu une goutte d'alcool. Bravo. Oui. Alors, pour être exact, dans 5 ans, j'ai dû boire 6 mois, et là, ça fait 2 ans, ça fera 2 ans le 29 novembre, que j'ai pas bu d'alcool, et je suis très heureux. Très heureux. Et plus heureux. Et il faut le savoir, c'est important à dire. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'abstinence, il y a un type d'abstinence, et là, on ne parle pas forcément de l'alcool, mais qui peut être malheureux. J'ai rencontré dans ma vie une femme qui avait une 60aine d'années, qui faisait 1m45 et qui me dit moi je me levais le matin, je mettais mon réveil le matin à 6h, je buvais une bouteille de whisky avant d'aller au boulot. Et là ça fait 24 ans que je suis abstinente et ça fait 24 ans que je suis malheureuse. Et là c'est du coup une pauvreté, enfin moi j'ai ressenti en moi une pauvreté terrible en me disant mais en fait t'es petit quoi. Il y a des gens qui se battent comme des chiens, qui sont malheureux. Moi, j'ai une chance énorme, c'est que dans mon combat, j'ai trouvé la joie. Donc, c'est un leitmotiv, c'est vertueux, je ne suis pas du tout dans l'effort, etc. Même si c'est un danger à vie, tous les jours, et chacune des secondes de ma vie. Mais je ne l'oublie pas. Néanmoins, je bois un coup avec mes fils qui ont pas le droit de boire d'alcool, je prends une bière, je prends un Perrier, et puis on échange au dernier moment. Voilà. Charlotte, est-ce que vous pouvez me dire à quel moment vous avez pris conscience du mal de l'alcool ? L'alcool d'abord. Alors, c'est très bien en fait. L'alcool, je me souviens, de toute façon, comme je vous disais, très tôt, je me suis rendu compte qu'il y avait un sujet là-dessus. Alors, il ne fait pas forcément très régulièrement, mais quand il commençait, ça n'arrêtait pas.
Tout de suite, on a partagé nos fragilités, et c'est aussi là qu'on s'est retrouvés. Et donc, j'ai su tout de suite qu'il avait une enfance douloureuse, etc. Après, que vraiment ça prenait la forme d'une vraie maladie psychique handicapante, comme peut être handicapée une personne en fauteuil roulant. Je me souviens d'avoir pu se cacher pour boire, on m'a pas surpris, et là, ça devait être il y a une dizaine d'années, 10-15 ans. Et puis en même temps, je me souviens aussi quand il est rentré de chez le médecin et qu'il m'avait annoncé ce diagnostic de bipolarité, je lui ai répondu que je change de médecin et je change de maladie. Et pourtant, je suis infirmière, donc c'est quand même infirmière, et puis voilà, assez sensibilisée à ces sujets-là aussi. Et mon propre mari, j'ai tenté tout de suite. Ça n'a pas duré très longtemps, mais voilà, et les médecins ont parlé Marc après, qui l'a rencontré en Vendée, que moi aussi j'ai eu l'occasion de rencontrer. Les choses se sont faites de manière plus douce, et voilà. Et puis, suite au décès de Frédéric aussi, mais tu ne dois pas te souvenir, on était Montlouis à l'époque, dans les Pyrénées orientales, et il avait assez rapidement, il s'est dit ça va pas, j'arrive pas à surmonter ça, et il a été suivi à ce moment-là, suivi tout de suite, mais pour dépression, ce qui est très fréquent dans la bipolarité, c'est qu'en fait on pose d'abord un diagnostic de dépression, c'est qu'après qu'on se rend compte qu'il y a des phases de manie, et là on a posé un diagnostic de bipolarité. Alors ces phases de manie, c'est extrêmement grisant en fait. Vous pouvez nous décrire comment vous étiez avant votre première hospitalisation? Oui, alors à l'époque j'étais gestionnaire de crise chez Michelin, il y a 40, en plein Covid. Et donc mes journées, en fait, quand j'étais en phase de route, ça se résumait à un boulot de dingue, avec une prise de décision très rapide. Je dépensais 3 millions par jour. Non, pas. Non, mais du coup, toute mon entreprise était ravie parce qu'il y avait mon travail, efficacité, etc. J'ai travaillé tard le soir. Comment? D'accord, excusez-moi. Et moi, ça se traduisait plutôt dans le travail, dans l'ultra-efficacité, et à 20h, je sortais boire. Et là, je buvais 3 litres de bière en 1 heure, à peu près, et je rentrais à la maison, et au mieux, ma famille était couchée. Comme ça, j'étais sage. Au pire, elle n'était pas couchée. Et là, j'étais en vélo. Alors, heureusement, il n'y a jamais eu de violence physique. Mais on ne sait pas. Et la violence verbale qui tuait, en fait. Oui, et à son extrême. Les insultes devant. J'insultais Charlotte devant les enfants. De manière. La plus violente qui soit. La violence. Quel est très cool, Charlotte? Le sommeil. En fait, non, mais voilà, j'étais tranquille quand il finissait par aller se coucher. Et là, je savais que c'était bon, j'étais tranquille jusqu'au lendemain. Mais sinon, rien ne me calmait. Si je disais rien, il allait me chercher pour me provoquer. Si je disais quelque chose, je disais jamais ce qu'il fallait. C'est une fois qu'il dormait que. Et alors, qu'est-ce qui vous a empêché de fuir? Je veux dire, c'est bon, je me barre. Je me suis dit, je me barre. On m'a suggéré, avec énormément de bienveillance, dans la fuite. Mais moi, alors je me suis dit, bon, déjà, en fait, si je me barre, pourquoi? C'est pour sauver mes enfants, me sauver moi. Mais je disais que si j'abandonnais Marc, je me retrouvais un mois après dans la rue. Donc déjà, quand même, pour moi, la source du mariage, c'était pas abandonner mon époux. Mais quand même, j'avais ça en charge de la santé psychologique de mes enfants. Et dans ce climat, c'était quand même compliqué. Et en fait, un ami me dit, je pourrais peut-être partir chez tes parents. Et puis comme ça, on verrait comment il réagit. En
fait, j'ai dit non, si je pars, mes enfants sont pas une monnaie d'échange, je ne vais pas partir en disant on va voir si papa est sage, non, enfin, c'est pas un jeu, c'est. Voilà. Donc ça, je ne l'ai pas exclu, mais c'était vraiment le dernier recours. Je prie, je me réfugie dans la prière qui est vraiment. J'ai eu la chance de faire ma rencontre avec le Dieu au sein de cette épreuve et voilà, rien que pour ça, je ne vais pas revenir en arrière. Et je m'avais opté du Saint-Sacrement et je dis ok Seigneur, que votre volonté soit faite, pas de problème, mais nous, votre volonté, en fait, c'est facile de te dire moi je veux bien faire votre volonté. Mais elle est où? Est-ce qu'elle est tu sauves tes enfants et voilà? Ou alors est-ce que tu continues à subir ça, mais tu restes avec ton mari, papa? Et qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Qu'est-ce que vous attendez de moi là-dedans? Et là, vraiment, j'ai eu cette émotion de l'esprit dans le cœur. Et c'est bien, m'a dit, déjà, pour pas que je me trompe m'attendre au reste, parce que c'est quand même plus compliqué que ça. T'es libre, t'es entièrement libre, donc voilà. Il m'a dit, en revanche, ce que je veux pour toi, c'est la sanctification dans le mariage. Voilà, c'est ce que j'ai prévu pour toi. C'est vraiment ce que j'ai entendu. Et là, j'ai dit, d'accord, t'as gagné, je reste, je me bats, je continue à me battre. Et avec cette espérance que ça va marcher. Que si je lâche pas le Seigneur, mais s'il ne m'abandonne pas, je vais y arriver. Grâce du mariage, je vais y arriver. Donc, vous étiez dans quel état? Vous étiez à la fois dans la rage, une forme de désespérance, en même temps une forme de confiance? Alors, pas du tout pas de désespérance. Non, vraiment, peut-être désespoir, mais pas de désespérance. Colère, oui, colère, mais ceci dit, on a le droit d'être en colère. Oui, colère, parce que j'ai vécu des épreuves dans ma vie et que je me disais, c'est bon, maintenant que j'ai donné, voilà, ça va être génial, le mariage, la vie de famille et tout. Et en fait, j'ai dit, non, mais Seigneur, je pense que vous êtes trompé de client, c'est pas moi, c'était pas pour moi ce truc. En fait, je me rends compte avec les années que finalement j'avais été préparée à ça, que oui, c'était bien pour moi. Donc, en fait, finalement, relativement paix, parce que la profonde conviction que c'est là que j'étais attendue. C'était ma place. Et alors, des actes ont suivi cette décision finalement? Oui, le soin. Enfin, en fait. Probablement que vous avez eu la certitude que Charlotte ne vous lâcherait pas. Oui, alors ce qui s'est exactement passé, alors ce qui est important quand on est malade comme ça, c'est d'avoir un lien avec la vérité. Ce lien-là, je ne l'avais pas avec Charlotte, parce que Charlotte, pour moi, c'est une ennemie. Donc je l'avais avec mon beau-frère Marc-Hilaire, qui lui, en fait, prenait le temps de débriefer, de m'écouter, etc. Et en fait, j'ai eu une année 2020 chaotique avec justement l'année Covid, on a eu une fille qui a eu une suspicion de cancer, etc. Et à la fin de l'année, j'arrive un soir à la maison, je n'avais plus. Et Charlotte me regarde, mais de toute façon, tu peux bien faire ce que tu veux, je te quitterai jamais. Et là, j'ai dit ça. J'ai dit on arrête tout. Ça devait être le 20 décembre, et je me suis fait hospitaliser le 23 décembre, la veille de Noël. J'ai dit on y va. Mais on y va. J'ai appelé mon boulot, je leur ai dit je lâche. Ils m'ont dit non, mais tu reviens dans 6 mois si tu veux, etc. Je leur ai dit non, il me faut un contrat de durée indéterminée avec ma maladie. Je ne sais pas combien de temps ça va durer et je ne sais pas ce qui va se passer. Et en l'occurrence, ça a duré 2 ans, je me suis fait hospitaliser 5 fois. 5 fois en mois. Là aussi, j'ai appris à être pauvre, avec des gens qui ont tout, certains qui n'ont plus rien, certains qui ont une sexualité complètement débridée. Enfin, vous voyez tout, mais votre point commun, c'est la fragilité. Et si vous avez compris que vous êtes comme eux, un 24 décembre devant votre assiette froide, là, et si vous vous dites, en fait, ma place n'est pas avec ma famille, elle est ici. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce soir-là, Noël 2020, je me suis dit, ma place est ici, parmi vous. Et là, en termes d'acceptation, ça y est, j'avais fait, alors il y a d'autres pas, mais j'avais fait le pas le plus difficile, en
disant bah oui, j'accepte, je suis malade. Donc la maladie, ça veut dire le soin. Qu'est-ce qui se passe pendant un mois à l'hôpital psychiatrique multiplié par 5 qui peut dire bon, bah, c'est bon, 3 jours, 3 médicaments, et c'est bon, on part pour la vraie vie. Et là, en fait, un mois multiplié par 5. Alors, il faut savoir qu'un mois, c'est très court. Un passage en unité psychiatrique, il y a 3 étapes. Il y a d'abord une étape de sevrage et de stabilisation. Et à partir de là, le médecin vous observe. Il y a un deuxième stade, le médecin, il règle tout ce qui est médicaments. Et puis il fait un peu de psychologie aussi. Et puis il y a une dernière phase où il vous laisse mettre de cette phase-là. C'est la phase où vous commencez à dire bah, finalement je mettrais bien le pied dehors. Et en fait vous êtes dans une bulle. Il faut savoir que l'hospitalisation c'est bien. Si vous avez quelqu'un de votre famille qui est hospitalisé en psychiatrie, il faut s'en réjouir, il faut être heureux pour lui. Voilà. Alors il y a des unités psychiatriques qui sont compliquées, il n'y a pas d'argent, mais il y a de très bonnes unités psychiatriques où les gens ont vraiment vocation à aider les gens comme moi. Et c'est pas grave si on est entouré de gens qui sont dans la rue, et c'est pas grave si on est entouré de gens qui sont tatoués partout, etc. Voilà, ça fait partie. Donc moi, je l'ai fait 5 fois un mois. J'ai décidé comme ça, j'ai pas prémédité la chose. Ce que je sais, c'est que ce qui a fait arrêter le processus d'hospitalisation, c'est le fait de travailler à mi-temps. Parce que j'ai refusé à 4 reprises de travailler à temps partiel. Parce qu'à 40 ans, je ne pouvais pas travailler à temps partiel. Et en fait, il faut savoir que quand on est malade comme ça, on prend des traitements qui sont lourds, et du coup, on fait très vite. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je sortais de la clinique, j'avais 3 semaines de repos à la maison, je reprenais le boulot, et je redescendais, en général, je chutais vers la dépression, parce qu'avec un nouveau traitement, je ne faisais plus de phase maniaque, je ne faisais plus des phases de dépression, c'est mon nouveau business. Et du coup, voilà, je replongeais vers la dépression et je repartais à la clinique parce que je m'en étais à bout. Et là, le fait de moins travailler, j'ai une hygiène de vie qui est plus stable, du coup, pas d'alcool, plus de repos, plus de recul, plus de tout. Puis vous avez mis en place avec votre femme, avec votre entourage, un vrai. En sorte, vous êtes militaire. C'est pour vous, il y a un vrai protocole de guerre. Au moindre signe, on agit. Il y a le premier gyrophare, le deuxième gyrophare. Vous pouvez nous expliquer, Charlotte, comment vous vivez ça au quotidien? Oui, alors effectivement, ça a été long à mettre en place parce qu'au départ, en fait, quand Marc me voyait comme l'ennemi, c'est que j'étais l'obstacle entre ça m'allait dire, je l'empêchais de voir parce que je tombais à chaque fois et il se prenait une tête calme. Je lui disais de se faire hospitaliser, etc. Et puis quand il me disait, attends, j'ai réfléchi, on sort les enfants d'école, on achète un voilier, on va refaire le truc, on n'a jamais mis l'été sur un bateau, etc. Et que là, je dis, non, mais bon, d'accord. Mais on part à Fidesco, non plus. Et en fait, j'ai été l'empêcheuse des aventures, de machin. Et donc, c'est vrai que. Et donc, au départ, il acceptait. Il n'acceptait pas que ça vienne de moi. Et puis avec les soins, et puis moi aussi j'ai fait des formations à l'hôpital, j'ai vu le psychologue sur les conseils de notre beau-frère qui m'a dit bah, vas-y, comme ça lui il dira que tu as fait ta part du boulot et il ira consulter, enfin voilà. Qu'est-ce que vous pardon, j'ai perdu le fil. Les gyrophares, qu'est-ce qu'on met pour les gyrophares? Voilà. Du coup, après, je suis revenue en effet le radar, parce que moi, je vois tout de suite quand ça ne va pas, je le connais par cœur, je le vois dans sa façon de parler, dans sa façon. Tout en lui me montre que quand ça ne va pas. Il faut savoir que dans les 2 ans dont vous parliez, il y a eu peut-être 4-5 fois où on a identifié ensemble un moment où ça allait pas bien et où on a dû enrayer la machine, ce qui est quand même énorme, parce que c'est pas 2 ans où tout allait bien en fait, c'est
besoin de cette phase continuelle, mais ça y est, on a trouvé la façon, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, demain on verra. Mais, et là, dans ce cas-là, je parle, je le pousse à parler, je le pousse, il ne veut pas, il n'aime pas, il va se retrancher dans son bureau et tout, non, je ne vois personne, je ne peux pas te parler, etc. Et voilà, et là, la dernière en date, on est parti en voyage au Portugal tous les deux, et quelques temps avant, ça n'allait pas, et tout, donc je dis, je te préviens, j'appelle une copine, et je parle avec une copine, mais si tu es dans cet état-là, moi je ne parle pas avec toi. Et puis, le soir, on discute, et je lui dis, est-ce que tu ne penses pas que ce serait bien d'aller voir ton médecin? Et il me dit, non, j'ai pas envie. Alors je lui dis, d'accord, et si je te demande d'y aller, il me dit, bah, si tu me demandes d'y aller, j'irai. J'ai rien dit derrière, et le lendemain, il a appelé son médecin. Comme ça, et on commence à, et bon, après des années de pratique, et, voilà. Et puis on est très accompagnés à l'hôpital aussi, super. Oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, mon aidant, c'était mon beau-frère, Marc Hilaire, et assez logiquement, petit à petit, avec le temps, en fait, c'est devenu Charlotte, ce qui est tout à fait naturel. Je précise aidante et pas sauveuse. Aidante. Aidante. Et c'était à ma 3e hospitalisation, je n'avais pas de travail intellectuel, donc je tournais en rond. Et je me suis dit, imagine-toi que ton boss arrive avec un dossier qui s'appelle bipolarité, et ça vaut pour toutes les maladies. Bipolarité, tu me donnes un réseau, tu me donnes des indicateurs, tu fais des courbes, tu vas chercher sur internet ce que c'est que les médicaments, tu vas chercher les experts du coin, tu vas chercher des gens qui sont malades comme toi, etc. C'est-à-dire que j'ai vraiment professionnalisé ça. Et ce qu'on a fait, Charlotte et moi, c'est un mode opératoire qui, en cas de crise, que j'ai rédigé avec elle, mais que j'ai rédigé, je tenais la plume. Et en cas de crise, c'est de faire valoir de Charlotte pour dire attends, une bière, c'est une semaine d'hospitalisation, 2 bières, tu vas, et tu ne sais pas quand est-ce que tu rentres. Une crise, c'est machin. On a tout mis en place pour nous protéger. Mais tout est très. Oui, c'est pas que militaire, hein, je suis dans une entreprise qui fonctionne comme ça, mais je trouve ça. En fait, je trouve ça important quand on apprend une maladie, qu'on est abattu, mais à un moment ou à un autre, de se dire je vais la prendre au sérieux, mais comme j'éduque un enfant, ou comme quand je suis au travail, en fait. C'est aussi important que ça. Voire plus, moi je dois faire passer ma maladie avant ma femme aujourd'hui. Pour la rendre heureuse, je dois faire passer ma maladie avant mes enfants, avant mon travail, avant tout. Voilà. Alors, je pense que les personnes qui sont là et qui se disent moi j'aimerais bien qu'on arrive, mon épouse entre dans un processus comme celui de Marc, mais en fait il est emmuré dans son silence, dans ses ténèbres, il ne se laisse pas faire, je ne peux rien faire, il est bloqué. Je pense qu'il y a des milliers de personnes qui sont concernées par cette question. Alors Charlotte et moi, on accompagne une petite dizaine de couples de manière un peu officieuse. Et c'est clair que la communication dans le couple est majeure. Et majeure. Enfin, on discute avec des couples, ça fait 10 ans que la bipolarité est connue et ils n'en parlent pas. Donc déjà, si tu n'en parlais pas, c'est pas possible. Il y a deux piliers si vous voulez réussir à vous soigner de ce type de maladie. C'est la vérité. Il faut que le malade soit en vérité et il faut que son conjoint soit en vérité. Donc c'est pas facile de se dire mon mari a une maladie psychique ou moi-même j'ai une maladie psychique. Et la vérité c'est la base de tout. Et ensuite il y a quelque chose qui est très difficile, c'est l'humilité. Mais c'est pas l'humilité quand on a un billet de 10 balles à un clochard à quelque part en se disant j'ai fait ma bonne action. C'est se retrouver avec une assiette en hôpital psychiatrique. C'est accepter la vérité d'un beau-frère qui vous dit tu dois aller à l'hôpital alors que toute votre intelligence tout votre affect, vous dites pas y aller, et bien vous faites quand même votre valise. C'est ça. Donc, vérité dans le couple, ou même vérité seule, enfin, être dans la vérité avec ce diagnostic, et après l'accepter. Ça, c'est le Ouais, c'est très compliqué parce qu'effectivement, quand il marque, on a fait la jeunesse du livre et tout ça part dans l'article. Dans Famille chrétienne, il y a déjà
Et suite à ça, on a été contacté par tiens, est-ce que je peux filer ton numéro à la belle-sœur d'une copine, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est un sujet qui est très très universel, qui touche tout le monde, dont on parle peu, surtout dans notre milieu. Donc il y avait urgence à lever le voile. Et alors, du coup, on est en lien avec beaucoup de couples. Je pense que tu étais une dizaine, mais à mon avis, c'est plus une vingtaine. Et on le fait très volontiers parce que c'est pour ça qu'on témoigne, mais c'est pour aider, parce qu'en fait, nous, on estime que c'est une chance immense de réussir à se sortir. On n'en est pas sorti, voilà. Et que du coup, on ne peut pas garder ce trésor pour nous, il faut vraiment qu'on partage. Et par contre, c'est vrai qu'on a des récits de vie qui sont très douloureux, de personnes qui en fait ne veulent pas se reconnaître malades et il faut vivre l'enfer à leur entourage. Et ça c'est vraiment très très dur. Et effectivement, l'humilité là-dedans, enfin, c'est un pilier, quoi, se reconnaître malade, se dire bah, voilà, j'ai un genou à terre, mais je vais le relever. C'est vrai que moi je pense à cette famille qui se déchire et ça me touche énormément parce que je voudrais que tout le monde s'en sorte, je voudrais aider tout le monde, je voudrais aller voir tout le monde, leur dire ça va aller et tout. Bah voilà, il faut accepter d'avoir des conseils plus beaux, ce qu'on a fait nous, des médecins, Mais alors, pour donner quelques chiffres, la bipolarité, il y a plusieurs chiffres. C'est entre 1,5 à 2,5% de la population. Ça dépend des pays parce que le contexte joue beaucoup. Que vous êtes dans un contexte de pays en guerre, évidemment, les gens sont beaucoup plus déstructurés, c'est vrai. Mais à ces 2,5%-là, il faut rajouter les conjoints. Parce que les conjoints, ils sont directement touchés par ça. Donc là, on a 4%. Donc 4%, ça veut dire dans une salle de 20 personnes, au boulot, vous savez qu'à peu près, il y en a un. Et c'est des chiffres qui sont plutôt pessimistes, parce que c'est une maladie qui ne se dit pas beaucoup. Donc, quand je dis 2,5, c'est des diagnostics déclarés. Mais il y en a qui ne sont pas déclarés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'est pas donné à tout le monde de s'en sortir. C'est la dure réalité des choses. Ça fait mal à entendre. On le dit parfois à certains couples. Mais quand il y a adultère à répétition avec des femmes différentes, quand il y a des dépenses excessives qui mettent sur la paille des couples, etc., je ne conseille pas toujours aux gens de se battre. Alors, il n'est pas donné à tout le monde de s'en sortir, c'est pas tout à fait juste. Il est donné à tout le monde de s'en sortir. En revanche, tout le monde ne s'en sort pas malheureusement. Et en effet, on essaye de conseiller aux couples qui souffrent de se battre jusqu'au bout des choses. Mais quand on a tout fait humainement ce qui est possible et qu'on fait le constat que en fait, que l'autre ne veut pas soigner et que du coup je vis l'enfer, que ma famille vit l'enfer, enfin, je passe les détails qu'on a pu entendre, mais enfin, des situations terribles, en fait, bah, effectivement, le mariage chrétien ne demande pas le martyr, en fait. C'est pas, voilà. Et puis la stabilité des enfants, quand même, qui est hyper importante. On a les ados qui se construisent, et puis en plus, tu entends l'image du père solide. Alors, le père malade peut rester solide. Hein. Je ne dis pas du tout. Mais en tout cas, s'il se soigne, c'est une magnifique leçon de vie pour les enfants. Alors que de voir son père. Donc, malheureusement, parfois, effectivement, il y a des couples qui viennent à se séparer, mais humainement, c'est difficile de dire que tout le monde s'en sort en effet. Qu'est-ce qui aide vos enfants à avoir un regard aimant, enfin un très beau regard, je pourrais citer tous les enfants, parce que c'est vraiment très beau, ce petit dernier, papa je t'aime. Alors sans hésiter, je l'ai déjà dit, c'est la vérité. C'est leur expliquer, ils sont assis sur un fauteuil, j'ai fait ça un par un, pendant longtemps, en expliquant ce que c'est que l'alcool, la maladie, etc. Ils encaissent. En fait, il ne faut pas avoir peur de leur dire la vérité. Après, ça n'exclut pas que Charlotte fait en sorte qu'ils soient accompagnés par un psychologue s'ils ont besoin. De temps en temps, ils ont des coups de
mots, etc. Donc on les fait accompagner. Mais enfin, je veux dire que ce soit ça ou autre chose, vous aimez vos enfants en leur disant la vérité. Vous avez l'impression que vos enfants ont été rendus fragiles ou forts? Clairement forts. Et en fait, effectivement, c'est la vérité. Nos enfants ont vécu des choses qu'ils n'auraient jamais. Qu'il est malheureux d'avoir vécu pour eux à un âge jeune. Mais si derrière on met un couvercle et on dit on n'en reparle pas, on ne revient pas dessus, c'est pas eux qui vont venir vous voir le lendemain, on n'est pas à crier, etc. Non, ils ont peur, ils veulent oublier ça. Voilà. C'est moi qui reviens vers eux, qui revenais, je parlais avec chacun d'eux, et puis moi, j'ai toujours eu à cœur que Marc garde sa dignité de père de famille. Pourtant, j'en ai encaissé, et j'aurais pu dire aux enfants, non mais là j'en ai ras-le-bol, voilà, les gâteaux de Dieu, j'en ai marre, etc. Alors je leur dis, oui c'est dur, oui hier soir ça a été dur, ça s'est mal passé, mais vous savez, en fait je décorrèle le père, l'homme, le mari de sa maladie, vous savez, papa est malade, et je me souviens une fois, notre fille Flamine qui a toujours besoin d'être câlinée et tout, qui arrive vers lui, et puis il la repousse, et j'ai vu tout de suite dans son regard qu'elle en a été extrêmement blessée, et ça m'a touchée, et du coup je suis revenue après vers elle, et je lui ai dit, mais tu sais, c'est pas que papa t'aime pas du tout, mais juste en ce moment il a du mal à s'aimer lui-même, du coup il a du mal à te montrer qu'il t'aime toi, mais il t'aime infiniment, et il est malade, papa est malade, et on peut en vouloir toute nos forces à la maladie, on déteste la maladie, voilà, mais par contre ton papa il faut que tu continues à l'aimer, c'est un papa qui est formidable, qui est capable de plein de choses extraordinaires, mais voilà, quand il est malade, il n'est pas capable de te montrer qu'il t'aime. Et pour moi, c'est vraiment important. Et nos enfants, honnêtement, ils sont forts, ils sont très forts. Je pense qu'on peut le voir à travers leurs témoignages à la fin du livre. Et ils ne vont pas plus mal que d'autres enfants parce qu'on leur explique les choses. Et en fait, l'enfant, si vous lui expliquez pas, c'est là qu'on fait des bombes à retardement. Si on leur explique les choses, un tel est malade, un tel est handicapé, il ne peut pas se lever pour monter les escaliers. C'est normal pour eux, et bien là c'est pareil. Marc, dans votre livre, vous parlez, me semble-t-il, peu d'alternatives. Enfin, il y a une ligne et demie à un moment, vous dites pour les psychologues, la médecine chinoise, ça laisse tomber, c'est pas du tout. Et donc je m'interrogeais sur cette maladie, est-ce qu'elle si elle est prise en charge très tôt, par exemple le traumatisme de l'Afghanistan, puis celui du suicide, est-ce qu'un travail psychothérapeutique aurait pu empêcher la maladie de s'installer? Est-ce qu'elle était vraiment là depuis? Enfin, c'est difficile de dire. Je ne balaye pas d'un revers de bras tout ça, absolument pas. Ce que je balaye d'un revers de bras, c'est qu'il ne faut pas aller voir le psychiatre parce qu'il va te donner des médicaments. Bon, un psychiatre, ça fait 12 ans d'études. Quand il est en face de vous, enfin moi j'ai vu des tas de malades, il n'y en a pas un qui a eu le même traitement que moi. J'y comprends rien. Enfin je comprends mon traitement, mais pas celui des autres. Ce que je balaye d'un revers de bras, c'est ça, c'est-à-dire éventuellement j'ai une faiblesse dans le psychique, mais c'est une médecine chinoise qui le fera. Ça j'y crois pas. Ce que je dis, c'est que la base du soin doit être médicamenteuse. C'est ma conviction. Après, vous mettez ce que vous voulez autour de ça. Hein. Vous pouvez un psychologue, vous pouvez discuter avec un prêtre, un ami, plein d'autres choses qui peuvent effectivement, je crois, vous faire décompresser et vous faire accepter mieux votre maladie et vous aider. Et sans doute que si après l'Afghanistan, j'avais eu un psychologue qui m'avait dit alors, comment ça s'est passé? Et que j'avais dit j'ai eu la trouille pendant 6 mois et en plus, j'étais pas très bon. Et ça, je n'y attendais pas. Je m'attendais à avoir la trouille, mais je m'attendais à être un super soldat. Puis en fait, j'ai pas été un super soldat. Et ben, sans doute que ça m'aurait aidé. Sans doute que ça m'aurait aidé. Un psychologue, oui. Mais quand on a une maladie psychique, ça se soigne par la psychiatrie. Voilà, c'est ça ce que je dis. Et quand les médicaments font plus leur effet, il y a le super médicament. Le super médicament, c'est l'hospitalisation. Oui, c'est vrai que moi, ça me heurte quand j'entends maintenant je vais prendre un antidépresseur, après je vais être addict, je sais pas quoi, je peux plus m'en passer. Si tu vois bien,
si tu vas bien, je vois pas. Alors du coup, tu prends pas d'antidépresseurs, mais tu es au Dieu avec tout le monde, tes enfants sont en pleurs tous les jours, enfin, pour moi c'est hyper. Et puis, ou alors, et on entend aussi, oui, non mais je vais m'appeler tous les jours, donc le bon Dieu va me guérir tout le temps. Le bon Dieu, il a donné l'intelligence à l'homme, il y en a qui s'en sont servis pour faire médecine, d'être au point des médicaments. C'est obéir au bon Dieu que d'aller faire appel à ces gens-là. Donc, enfin, voilà. Alors oui, c'est très bien l'accompagnement d'un prêtre et tout. Voilà, on est une âme, un corps, les deux se complètent. Mais de faire l'impasse de l'un des deux, effectivement, ça ne me paraît pas du tout ajusté. Et les conseils en ce sens sont extrêmement dangereux en fait. Ah oui. Aller pris pour un miracle, en fait. Oui, pris pour un miracle. Enfin, c'est intéressant ce qu'il disait. Prie pour que. Enfin, agis comme si la prière ne marchait pas et prie comme si l'action ne marchait pas. En fait, voilà, on fait à fond les deux. Comme ça, il y en a un des deux qui marchera, il faut se compléter. On n'a pas beaucoup parlé de Dieu, même si vous nous avez parlé de votre rencontre avec Dieu. Spirituellement, comment avez-vous avancé avec Jésus tout au long de ces 5 dernières années? Vous faites très bien de dire avec Jésus, parce que j'ai avancé avec Jésus plus qu'avec le Dieu et le Saint-Esprit, pour être franc. Je suis moins mystique, enfin je sais pas si c'est une limite intellectuelle, mais je ne suis pas très mystique. En revanche, dans mes périodes de dépression forte, j'ai très clairement senti que j'étais pas seul à porter mal. C'était incroyablement palpable. Et c'était tellement bon que parfois j'avais presque pas envie de m'en sortir. Et que derrière, maintenant que je suis stabilisé, j'ai ma courbe de stabilisation voilà, il y a la courbe de la foi qui doit suivre. C'est-à-dire que quand vous avez une foi qui a fait ça, alors moi elle marche à l'inverse. C'est-à-dire que quand j'étais en dépression, j'avais un sentiment de bien-être avec le Christ. Quand ça s'arrête. Plus vous étiez vulnérable, plus vous vous sentiez proche de votre sauveur en fait. Ouais, très clairement. En fait, et là maintenant. Maintenant c'est un peu. Alors je suis en plein travail et ça marche, mais c'est plus. Autant avec Charlotte, j'ai réussi à reconstruire une relation stable. Autant j'ai une relation stable à reconstruire avec le Seigneur en fait. Parce que lui aussi, et là c'est moins simple parce qu'il était très présent pendant ma maladie, et il est toujours très présent évidemment, mais il faut que j'aille le chercher. Voilà. Se cacher. Ouais, il se cacher, et puis de temps en temps il se rappelle à moi, mais je me sens très proche de lui quand je suis en colère. Pour moi, ce que m'a fait découvrir ma maladie, c'est l'humanité du Christ. C'est la capacité à se mettre en colère, à pleurer, à être joyeux, à souffrir. Et je me suis dit, mais en fait, comme moi, il a vécu ce que j'ai vécu. Alors, en toute humilité, évidemment, et puis pas avec la même force, mais je me suis clairement identifié à lui parce qu'il était là. En fait, c'était pas du tout calculé, c'était pas par foi. Je me suis pas dit, voilà ce que j'ai appris quand j'étais petit. Non, c'est que quand j'étais au fond de mon lit en pleine dépression, et là, il était là. Il était. Oui, parce que vous avez rencontré. Le moment où vous disiez Seigneur, quelle est votre volonté? C'est le moment de la rencontre où il y a eu une rencontre Alors, je pense que, en fait, notre vie est jalonnée de rencontres et de conversions, parce que vraiment, pour moi, c'est une vraie conversion. Alors, moi, j'ai été élevée dans un milieu catholique, messe régulière, scoutisme, etc. Jeune, j'allais même souvent à la messe en semaine. Voilà, mais curieusement, je n'avais pas encore fait ma rencontre avec le Christ. Et je l'ai faite au cœur de l'épreuve. Alors, non, c'était après, c'était précédemment, toujours au pied du Saint-Sacrement, où je m'effondre et je me dis, mais en fait, Seigneur, j'en ai marre, pourquoi moi? J'ai déjà donné, comme je disais tout à l'heure, c'était pas la question de la volonté. Et là, le Seigneur m'a dit, mais tu sais, je t'aime infiniment. Je t'aime infiniment. Si je permets ça, c'est parce que jusque-là, je t'ai pas vu à mes pieds comme ça, effondré, en attendant tout de moi. Et moi, je t'aime tellement qu'il fallait que je te voie implorer tout mon amour, ce cri d'amour, parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ton amour, je t'aime infiniment, j'ai besoin que tu me rendes cet amour.
souffle là déjà, pouf, voilà, et il me dit, tu sais, depuis Adam et Ève, et jusqu'au dernier péché du dernier homme sur terre, juste avant le royaume, sur tous ces milliards de péchés qui ont été commis et qui sont commis, s'il n'y avait que toi qui avais commis un seul péché, je serais montée sur la croix pour toi. Il m'a dit ça. Et là, franchement, c'est pas possible, j'étais aveugle, et pourtant j'étais vraiment, voilà, bonne catholique, entre guillemets, j'étais là, il m'a dit, un seul petit péché, je serais montée, j'aurais souffert ma passion pour toi, pour te sauver de ce péché. Alors, ça va être prié, et ensuite, j'ai pas eu d'autres questions. Et alors, surtout là, vous pouvez commencer à écrire vos questions, donc je pose une ou deux dernières questions. Il y a des petits papiers qui vont circuler, sinon vous prenez la note. Emmanuel ou Henri, qui est devant, vous allez faire circuler les papiers. Et puis, voilà, merci. Votre quotidien dans la maladie, quelle est votre force? En fait, voilà, c'est où trouvez-vous la force au quotidien, comme aidante? Ouais, alors, j'ai deux grandes ressources. La première, c'est la prière. Vraiment, j'ouvre l'œil, j'offre ma journée à mon Dieu. Je lui demande d'être là à mes côtés. Toute la journée, je me répète qu'il est là, qu'il me regarde. Je cuisine, il est là, t'es sûr que t'as mis assez de sel, etc. Enfin, voilà, c'est la présence de Dieu permanente dans ma vie. Ressource inépuisable, ressource voilà, qui me donne une force. Voilà. Et puis aussi, alors mes enfants, un jour, une de mes filles, Blandine, me pose une question, je ne me souviens pas vraiment, mais elle me dit, mais tu sais, enfin, si vous aviez été là, je me serais plus levée. Quand même, quand Marc avait très mal, c'est une soirée horrible, le matin, le réveil sonne. En fait, si j'ai pas d'enfant, je ne me lève pas, quoi. C'est pas possible. Donc, quand même, et puis l'autre ressource, c'est mes amis. On a la chance à Clermont d'avoir un réseau d'amis extraordinaire. Moi, j'ai des filles autour de moi qui sont d'une fidélité à toute épreuve, toujours là quand il faut, toujours le petit mot, la petite attention. Voilà, quand Marc est resto, des petits plats préparés que je trouve au pied de la porte. Bon, je me doute à peu près qui c'est, mais aucune. Ah, t'as vu, c'était bon ce que je t'ai fait? Non, pas du tout. Et voilà, ouais, vraiment avec des ressources. Marc, quels sont vos trésors du quotidien dans cette période de stabilisation? Alors, moi je vis le mode de Sainte Thérèse, je suis méga fan de Sainte Thérèse. Je vis au jour le jour. Alors, ça ne veut pas dire que je n'ai pas des projets long terme dans ma famille, que au travail, mais je vis vraiment l'instant présent en me disant demain tu peux chuter, tu peux repartir, rien n'est gagné, donc profite de ta journée. Et voilà, et moi, j'ai un père que j'ai admiré et que j'ai aimé parce qu'il a su à la fin de sa vie me demander pardon. J'ai fait la même chose avec mes enfants, à son image. Je lui dois ça, même s'il nous a fait passer des moments difficiles. Et aujourd'hui, voilà, voir mes enfants droits, dire les choses, pleurer, sourire, vous mettre un petit taquet parce qu'ils ne sont pas d'accord, écrire une lettre dans un livre en disant ce qu'ils pensent, bah, voilà, c'est le boulot, je pense faire ma part de boulot. Voilà, je pense que je fais ma part de boulot chaque jour. Et ça, c'est très gratifiant. Et la deuxième raison, c'est Charlotte, que j'aime infiniment et qui déjà depuis 18 ans anime ma vie de manière incroyable. Alors, quels sont vos combats aujourd'hui? Quoi dites-vous que vous risquez de retomber? Parce que c'est vrai. Parce que alors mes combats, c'est la rigueur. Et pourtant, j'ai une vie très marrante. Enfin, je bois pas d'alcool. Je mange 11 pilules par jour.
Je dors beaucoup. J'ai 8 heures. Oui, je me couche à 8 heures. Non, c'est pas vrai. Mais donc j'ai tout pour avoir une vie ennuyeuse. En fait, j'ai une vie beaucoup plus heureuse et joyeuse que celle que j'avais avant, quand j'avais des tas d'aventures, que je sauvais la planète Michelin ou que j'allais en Afghanistan, etc. Et si j'ai conscience de retomber, c'est parce que je suis fragile, et que cette maladie-là, elle peut, par un choc, revenir. Voilà. La faiblesse de l'alcool aussi, évidemment. Et c'est ce que je dis toujours à mes enfants, c'est vous me féliciterez quand je serai dans les 4 planches en bois. Voilà. Et c'est pas du tout. Je suis très pressé de mourir, je vais vous le dire, je suis très pressé de mourir, parce que je suis très pressé de voir Jésus. Et je dis à mes enfants, mais ce jour-là, où je serai dans mes 4 planches en bois, mais faites-moi un truc de fou, parce que moi je serais hyper heureux de ne plus avoir d'être soucieux de cette maladie, de pouvoir m'en occuper. Je serais insouciant, parce que ça c'est un luxe que je n'ai plus. Je serais heureux et je serais avec le Christ, donc vite fait ma mort en fait. Même si je ne suis pas pressé. Vous m'avez compris. Marc, très souvent le jour où je me croirais sorti d'affaires et que voilà, c'est le jour où ça va chuter. Donc prudence totale le jour. Et voilà, ça ne se guérit pas, c'est comme ça, il faut accepter. Il faut garder cette prudence tout le temps. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de stabiliser, de guérir, stabiliser les guérisons par lourde. Alors, en fait, pour vous expliquer, je ne suis pas stabilisé, j'ai fait un abus de langage, je suis rétabli. Et qui décide si vous êtes rétabli ou pas, c'est vous. Donc c'est sur la base de vos critères à vous. Ça peut être des critères de temps, depuis combien de temps tu n'as pas bu, depuis combien de temps tu n'as pas fait de colère. Il y a plein de petits critères comme ça que moi j'ai choisis, qui me sont propres. Et à partir de 9 mois, comme un enfant, et c'était volontaire, c'est pour ça que j'ai choisi ces 9 mois, et pas 10 ni 8, je me suis dit, je suis rétabli. Alors là, maintenant, ça peut durer encore jusqu'à la fin de mes jours, et puis je peux rechuter, et puis voilà. Et puis j'espère que j'aurai la force de revenir à la maison. Alors, on vous remercie pour votre témoignage. Au-delà de la maladie psychique, quels conseils donneriez-vous au couple en crise sous le regard du Christ? J'espère que j'ai bien vu. Alors, le couple en crise, clairement, c'est l'accompagnement conjugal. Là, pareil, faire preuve d'humilité. C'est parfois pas une démarche facile, mais on l'a fait parce que, en fait, ne sachant pas que nos soucis de couple venaient de la maladie, on pensait qu'on avait un vrai souci de couple, et on est allé voir des accompagnateurs sur une année scolaire. Et à la fin de l'année, on se rendait compte que, a posteriori, mais quand Marc allait bien, la couple allait bien, quand elle allait bien, la couple allait bien. Donc finalement, on n'a pas retiré, c'est pas vrai, il y a eu de beaux fruits, mais en fait, ça n'a pas vraiment résolu les soucis qu'on avait. Donc on a dit, en fait, on souhaite arrêter, et ils ont dit, ok, en revanche, on fait une dernière séance pour faire le bilan un peu de cette année qu'on a passée avec vous. Donc on revient, et là, ils nous donnent un papier chacun, ils en prennent un en disant, chacun va marquer ce qui retient de cette année, etc. Et puis, quand on avait tous écrit, ils nous disent, Charlotte, qu'est-ce que vous avez à dire? Écoutez, je suis persuadée que vous êtes de très bons accompagnateurs conjugaux, vous avez un tas de compétences et tout. Le truc, c'est que moi, je pense que nous n'avons pas de problème particulier, hors la maladie de Marc, et que vous n'êtes pas psychiatre, et que du coup, vous ne pouvez pas grand-chose prendre, en fait. Vous n'êtes pas les bons clients. Et alors, je parlais, je pense que Marc n'allait pas très bien à ce moment-là, parce que je me souviens que j'ai marché sur des œufs, comment il va prendre les choses. Et puis il dit, en fait, j'ai marqué exactement la même chose. Et eux avaient marqué la même chose. Mais, donc voilà, vraiment le problème psychiatrique qui ne peuvent pas le régler, mais quand même, ça nous a permis de revenir devant un tiers et à distance d'événements blessants, etc.,
voilà, c'est toujours ça, c'est quelque chose qu'on a. Donc je finis sur l'accompagnement conjugal. Donc je pense que c'est vraiment important de se faire accompagner, un couple qui va pas bien, il faut qu'il aille se faire accompagner sur la communication. Il y a des gens géniaux qui font ça très bien, plein d'associations, des psychologues et hors maladie psychique, vraiment on ne peut pas passer à côté de l'accompagnement conjugal. Et aussi le conseil que je peux donner, qui pour nous et d'ailleurs le livre nous aide à ça, c'est à chaque fois qu'il y a une blessure, donc à chaque fois un mot un peu plus que l'autre, voilà, revenir dessus et échanger du pardon. Peu importe en fait si c'est pas moi de demander pardon, je m'en fiche, je demande pardon. Alors moi ça a été vraiment ça, je me suis mis à son école parce que là, dès le début de notre mariage, j'avais envie d'être en colère contre lui, parce qu'on a tous les deux des tempéraments un peu de feu, du coup ça monte vite. Moi j'avais envie non mais il n'est pas gentil machin, et lui tout de suite il me demandait pardon, je me disais non c'est trop vite là. Et en fait je me suis vraiment mis à son école et c'est vraiment le pardon dans le couple. Voilà, même si on pense que c'est pas légitime, que c'est moi qui ai raison et tout, il faut se débarrasser de tout ça. Et en général quand on demande pardon, on demande déjà je te pardonne et moi aussi je te demande pardon. Et là après on a libéré ces liens qui nous enchaînent. Il y a un mot, je vous laisse tout de suite répondre. Il y a un mot qu'on n'a pas beaucoup abordé, alors que c'est vraiment le cœur de votre vie, c'est l'humilité. Oui, j'en ai parlé, c'est les deux piliers, la vérité. Et dans l'ordre, ça, l'ordre est crucial. D'abord la vérité, la recherche de la vérité et vivre en vérité. Et une fois que vous avez cette vérité-là, en fait, l'humilité, elle vient. Alors j'ai des amis, ils sont arrêtés à la première étape. C'est-à-dire que je les ai emmenés une après-midi en hôpital psychiatrique parce qu'ils n'allaient pas bien. Ils sont sortis avec une ordonnance, des médicaments, et puis ils ne prennent pas les médicaments. Ils disent non, mais moi c'est bon. Je dis bon, bah t'inquiète, l'humilité viendra plus tard. J'irai à la pharmacie, et voilà. Mais oui, l'humilité dans le couple, l'humilité vis-à-vis de ses enfants. Enfin, il a fallu que je voie mes enfants un par un en leur disant est-ce qu'il y a quelque chose pour laquelle je ne t'ai pas demandé pardon. Parce que moi, bourré, je ne me souvenais pas de ce que j'avais dit. Voilà, il y a toute une partie de vous-même qui. Et donc, un par un, on attaque la communauté sur. Et l'humilité est un levier de soin, enfin, c'est un médicament terrible. C'est un médicament qui fait mal quand on le prend, mais qui est très très efficace. Je ne voulais pas vous quitter dans le prolongement de la réponse sur la question de non, ça je dois être très là. D'où tirez-vous votre force, votre simplicité, d'une force qui vous dépasse, de Dieu, de votre union? Ça va être un peu orgueilleux ce que je veux dire. L'humilité. L'humilité et l'amour des biens et le fait de vivre en vérité avec le Christ, vivre en vérité avec les autres, avec sa faiblesse, et puis vivre. Moi, j'ai commencé mon livre en mettant un sous-titre qui s'appelle Un lieu. Ben voilà, moi j'ai appris à être pauvre parmi les alcooliques, parmi les malades psychiques. Et cette pauvreté est une richesse incroyable. Incroyable. C'est celle qui nous permet d'être aussi forts, mais en même temps aussi fragiles. Pour en revenir à ce que c'est le début, en fait, on n'a aucun mérite. On n'a aucun mérite. Qu'est-ce qui fait qu'on est fort, qu'on est sain en fait, je pense que voilà, on s'ouvre à la grâce, on s'ouvre au don que le Seigneur vers nous. Et voilà, mais nous, par nous-mêmes, en fait, on ne mérite rien. Alors, qu'attendez-vous vous l'avez un petit peu évoqué en positif. Je renvoie en question. Qu'attendez-vous de votre entourage? Comment vos amis peuvent-ils vous aider? Il y a les délicatesses du quotidien, il y a l'écoute, la vérité. Il y a eu d'abord dans le parcours de soins, j'ai évoqué mon beau-frère, mais il y a eu des témoins de mariage, il y a eu des amis de Charlotte. Enfin, c'est le moment où il faut faire appel à ses amis, quoi. Ils ne sont pas que là. Moi, je me souviens très bien avoir vu mes témoins de mariage, les gens de mon mariage, alors disant, bon, les mecs, le jour où je déconne, parce que je me doutais un petit peu le verre à la main, que vous allez déconner un jour, le jour où je déconne, vous serez là.
Ah voilà, là c'est le moment. Et alors il faut se mettre à nu, il faut se mettre pauvre en disant bah, je suis malade, j'ai insulté ma femme devant mes enfants. C'est difficile à dire, mais c'est eux qui vous font grandir. C'est sur terre, Dieu est là pour veiller sur votre âme, mais sur terre, c'est des leviers. Voilà, nous, on trouve les gens qui nous aident. C'est vrai que nos amis nous posaient la question, quand Marc était là, c'était très désemparé, mais pas que nos amis, nos parents, nos frères et sœurs, nos proches, voir ceux qu'on aime souffrir sans savoir comment les aider. Et très honnêtement, moi, ma réponse c'était de toute façon, tu remarques que ce moment, tu peux rien faire. Enfin, alors si, effectivement, il y en a qui ont débarqué, qui m'ont chopé par surprise. Moi, j'étais comme ça, je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont arrivés, il faut lui dire c'est quelle vérité, et voilà. Mais ça, n'empêche que vous êtes très amis. Ouais, ça marchait. Et puis de savoir, et alors c'est ce que je dis souvent à nos amis, c'est de savoir que vous êtes là et que je sais que si à 2h du mat, je débarque avec mes 6 enfants en disant ça va pas du tout et tout, on a, voilà, parmi nos amis, ils nous ouvrent la porte, et rien de ça. C'est un réconfort vraiment très important, même si c'est pas une aide matérielle, voilà, c'est rien d'avoir ce réconfort-là, voilà, sans parler de la petite attention, la petite phrase et tout, c'est j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est comme ça qu'ils nous aident, c'est en étant là, et puis en faisant, ça va, quand, par exemple, le week-end dernier, Marc était à une confirmation de son filleul, et du coup, j'étais toute seule à la messe avec les enfants, et donc, tout de suite, ça va, ça marche, non, ok, tout va bien, et voilà, ils ont toujours l'attention, et ça réchauffe le cœur. Après, sur la maladie, c'est des maladies qui sont très particulières, qui touchent quand même vachement à l'intime. Donc moi je dis aux gens qui partagent ma maladie, vous ne vous sentez pas obligé de dire à tout le monde, d'écrire un livre, d'aller à Versailles, etc. Enfin ça c'est un choix que j'ai fait moi, d'abord, que j'ai fait valider par Charlotte, qu'on a décidé après de vivre ensemble. Mais c'est des maladies qui peuvent aussi se vivre dans la discrétion d'un foyer, mais aidé par des parents, par des frères et sœurs, etc. C'est pas obligé d'en parler à tout le monde. Moi, j'en parle à ma boîte, etc. Parce que la diversité, j'entends que ça, puis enfin, voilà, la maladie psychique, c'est la diversité, et qui est beaucoup plus en nombre que l'autre. Mais voilà, c'est chacun vit ça comme il le décide. Alors, vous avez choisi de faire connaître votre combat pour aider les autres, articles, livres, médias. Comment vos enfants vivent-ils cela vis-à-vis de leurs amis, leurs camarades de classe et eux-mêmes? Ils vivent ça très naturellement. En fait, ça fait partie de notre histoire familiale, de notre histoire de vie, la façon dont on a choisi de le vivre. Et en fait, pour eux, c'est normal. En fait, ils se posent pas de questions. La semaine prochaine, mardi, on a un cinéaste qui vient chez nous, qui fait un petit reportage demandé par l'OCH, l'Office chrétien du handicap, sur le couple face au handicap de l'un des deux. Donc ils viennent chez nous, enfin il y a une personne qui vient chez nous filmer, et nous on trouvait que ça avait du sens qu'il y ait une apparition des enfants pour faire ressortir la vie de famille, qu'on vit ça en famille. Et donc on en a parlé au cinéaste, et il a dit oui, effectivement c'est une bonne idée, c'est entre les deux, ce jour-là ils vont tous déjeuner, on voit un peu, voilà, vous imaginez bien qu'avec 6 enfants entre 17 et 3, donc voilà, c'est un moment qui reflète vraiment la vie de famille. Et le cinéaste nous a dit, mais demandez-leur ce qu'ils en pensent, s'ils ont envie, voilà. Et c'est vrai que du coup ça m'a un peu envoyé ça, on les embarque là-dedans, ils nous ont jamais reproché quoi que ce soit, mais peut-être que, en fait on leur a posé la question, les filles, quoi, on va être filmé, et c'est très naturel, parce que nous on le vit naturellement et les enfants le vivent naturellement. Quand le bouquin est sorti, les garçons, alors on a 2 générations, on a 16-17 les gars, et après 4 filles, et ça va de 12 à 3 ans. Les gars, ils m'ont taxé des bouquins, parce que ouais, la mère d'Hélène, elle est bipolaire, la mère de machin, elle est bipolaire, le père de machin, il est bipolaire, et puis on en parle tout le temps. Une formation professionnelle. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais du coup, c'était super, parce qu'en plus, c'est des gens qu'on connaît, et qui nous ont jamais parlé, donc c'est pas un bouquin, donc après
glace cédrier, merci pour ton livre, ouais, je l'ai lu en ce moment, etc. Et quant aux filles, papa il est bipolaire et il ne boit pas d'alcool parce qu'il est alcoolique. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai une autre question, je pense qu'après vous pourrez rencontrer peut-être personnellement Marc et Charlotte. Quel conseil donneriez-vous à des couples de fiancés qui prennent conscience pendant leur fiançailles de la maladie psychique de l'un ou de l'autre? Est-ce qu'il faut se dire qu'on en va faire avec? Est-ce que ça peut être un critère de report du mariage? Alors, j'ai eu le cas d'une jeune femme, d'une jeune fiancée dont le fiancé est alcoolique, je ne sais pas s'il y a une pathologie psychiatrique sous-jacente, alors qui m'a posé une question à laquelle je m'attendais, puisque on fonctionne sur des rendez-vous téléphoniques, parce que comme souvent c'est des coups de fil qui sont très très longs, on ménage un temps pour ça. Donc je m'attendais à ce qu'elle me pose cette question, mais moi je m'étais toujours refusé des réponses, et si tu avais su, est-ce que tu l'aurais posé? Et bon, alors moi, franchement, du haut de mes 25 ans, toute jeune, toute pas du tout rompue aux épreuves de la vie, un peu, mais pas, voilà. Effectivement, je me serais dit, non, mais en fait, c'est incapable de... Enfin, si j'avais pu voir ce qui m'attendait, je me disais, non, mais c'est mort, enfin, jamais tu vas t'effondrer, c'est pas possible. Donc, voilà. Avec le recul de 20 ans de fiançailles, 19 ans de mariage, de tout ce qu'on a vécu, de tous les fruits qui ont jailli de cette croix, je me dis, je recommencerai la même chose. Parce que, en fait, je me suis effectivement révélée forte dans l'épreuve, et puis c'est quelque chose qui nous a forgés tous les deux. Enfin, après, moi, je ne peux pas répondre à sa place. Le conseil que je vais donner, c'est qu'il faut qu'il se soigne avant de t'épouser. Parce que s'il ne peut pas se soigner, il faut que le jeune homme se soigne avant de se marier. On ne peut pas, c'est pas possible. Le mariage, c'est quelque chose qui est difficile. Partir avec pas l'assurance. Il se soigne, il fait 2 ans de sevrage, et là, éventuellement, voilà. Mais il faut que ça soit un sujet, c'est tout. C'est-à-dire que si c'est un truc qu'on met de côté, ouais, le ou la fiancée bipolaire, on le sait, elle prend des médicaments le matin, mais on n'en parle pas, en tant que fiancé, on en parlera plus tard, etc. Moi, je dirais, moi je suis assez brutal parfois avec les gens, parce que c'est ce qui m'a fait bouger, la brutalité. Si c'est un sujet, oui, allez-y. Oui, c'est un sujet, comme le cancer, comme d'autres maladies, comme d'autres handicaps, oui, allez-y. Par contre, c'est un sujet, il est mis sur la table, et on en parle. Et on en parle quand ça va, et on en parle quand ça ne va pas. En fait, s'il n'y a pas de communication sur le sujet, c'est un sujet tellement important, et qui peut tellement mettre le vacarme, que si c'est pas un sujet entre eux, moi j'aurais tendance à dire mais si c'est un sujet, allez-y, foncez. Encore une question. Comment avez-vous vécu l'arrivée de votre 6e enfant sur la maladie? Je peux dire ça. Alors, c'est dur comme question parce que voilà, nous avions donc 5 enfants. Dans le cœur ce 6e, dans la tête terminée, parce que nos 5 aînés, nous les avons eus avant le diagnostic. Après, c'était pas la fameuse maternité responsable dont parle Saint Jean-Paul II, si je ne me trompe pas, ça en fait partie. Voilà. Donc, même si notre cœur était un peu. Puis bon, les 3 filles, on avait pas mal enchaîné, moi j'avais l'enflé, bon, voilà, c'était bien, on avait un autre combat et tout. Alors, 2020, en effet, une fille qui a un ventre un peu gonflé, confinement, machin, on verra, on va attendre. Et puis, bref, je dis, allez, je prends rendez-vous chez le médecin, je fais des vaccins pour les seins, des machins, des trucs et tout. J'arrive avec mes 5 enfants chez le médecin, qui ausculte et tout, puis je garde la famille dont il s'agit pour la fin. Et puis là, elle monte sur la petite table d'auscultation, là, et puis là, je vois le médecin qui sort, avant même d'avoir touché, qui regarde comme ça avec ce guide de femme enceinte. Donc il touche et là, il qui me dit
semaines d'attente de diagnostic qui ont été très pénibles, mais toujours cette paix, mais enfin, pour moi en tout cas. Et donc on était un peu compliqué, ou peu de sommeil, plus d'appétit, etc. Et puis à la fin de l'été, donc elle se fait opérer début septembre. Et elle me dit, maman, alors voilà, elle dit, maman, je sais que le bon Dieu va nous donner une récompense, récompenser de cet abandon dont on a fait preuve à cette maladie. Alors je me dis un peu avec des mots d'adultes, mais c'était quand même ça. Et moi, je leur dis, crame, c'est ça. Je dis, non, ça n'est pas question, c'est pas possible, maman est trop vieille, non, c'est pas raisonnable, c'est tout le temps une Barbie, une panthère rose, ou je sais quoi, mais. Puis du fou, on va essayer depuis du fou. J'en sais rien, mais pas de petit frère, petite soeur. Et puis, elle était encore hospitalisée suite à son opération, et moi j'étais la nuit des jours, je ne pouvais plus, j'étais vraiment. Et Marc m'a dit, écoute, Marc n'était pas du tout bien à ce moment-là, il me dit, et j'avais la première communion de mes filleuls le week-end. Il me dit, écoute, tu y vas, je rentre à l'hôpital, tu y vas, tout ça et tout. Et puis, j'avais ce petit doute dans ma tête. Donc, je rentre à la maison et je me dis, je vais lever le doute, j'ai un test de grossesse, je le fais. Il y a un test positif. Et j'avais Marc et je lui dis, tu m'écoutes là? Oui, je t'écoute, je suis au téléphone. Je suis enceinte. Ouais, génial, trop bien. Mais non, pas du tout, c'est pas trop bien du tout, n'importe quoi. J'ai envie de reprendre le boulot. Enfin, je ne redis pas les mots que j'ai eus parce que voilà, mais ça a été très compliqué pour moi d'accepter cette grossesse parce que, en fait, je me dis, qu'est-ce que tu vas offrir à cet enfant? Il y a une famille, pas stable du tout, un père malade, une mère stressée tout le temps. Puis honnêtement, égoïstement, j'étais passée à autre chose, je m'estimais tout à fait comblée avec les 5 enfants. Donc j'ai mis 7 mois à accepter cette grossesse. Donc j'ai envoyé des textos pour l'annoncer. Quand les gens qui me croisaient, qui me découvraient ensemble, avec des têtes, ça me renvoyait encore. Ça a été dur. Et puis je fais une retraite spirituelle à mon bac et une de mes amies, j'étais en train de prier à la chapelle et une de mes amies arrive et dit, écoute, lis ça, je pense que le pape l'a écrit pour toi. Donc c'est Maurice Laetitia, le pape François, qui écrit. Et je m'adresse à toi, la femme enceinte, ou à vous, la femme enceinte, je ne sais plus. Quelles que soient les circonstances économiques, de santé, etc., de la grossesse, de l'arrivée de cet enfant. Cet enfant mérite votre joie. Et là, je me suis explosée en larmes, à fond en larmes, je me suis mise à caresser mon ventre que je n'arrivais pas à faire. Et je me suis dit, oui, en fait, tu ne peux pas priver, cet enfant n'a rien demandé, mais tu ne peux pas priver de ta joie, mais c'est un cadeau merveilleux. Et à ce moment-là, une femme qui était dans la chapelle aussi, qui vient me voir, qui me dit, mais ça va? Je dis, oui, je suis enceinte. C'est dans le sang. Et ça m'a vraiment guérie, ces mots du pape m'ont vraiment guérie. Et après, c'est l'enfant qui nous mène tous par le bout du nez, pas épais, tout ce que vous voulez. Et c'est le bonheur de ses frères et sœurs. Alors la langue de Dieu que je trouvais que ça ne marche pas, il y avait quand même encore une petite sœur, mais voilà. Et voilà, elle a mis une joie, Marc s'est battu pour elle. Enfin voilà, vous pouvez pas mettre plusieurs phrases. Ouais, alors moi, la venue de Pauline, je me souviens très bien, Charlotte m'appelle à l'hôpital et ce que j'ai fait, c'est que j'ai foncé dans un bar pour boire. Voilà, parce que j'étais content. Et j'ai appelé mon beau-frère. La bière à la main, il y avait pas mal de bruit, de bouteilles, je sais pas quoi. Et je lui ai dit, dis-moi, est-ce que c'est irresponsable? Et il ne m'a pas répondu. Et en fait, ça a planté une graine. Ça n'a pas agi tout de suite. Et je me suis dit, si ça dépend de toi, en fait, si c'est responsable ou pas. Donc c'est à toi de jouer. Et il y a quand même une vie. Donc j'ai repris plusieurs bières derrière, je ne cache pas. Mais 3 mois plus tard, j'ai pris l'hôpital. Voilà. Un grand merci. Je ne sais pas si vous avez
aussi avoir peut-être des petites choses à confier personnellement, une dédicace à Charlotte et Marc. Un grand merci. Merci, Denis. C'était pas gagné, hein. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut chanter le Magnificat, du coup, je ne connais pas bien, mais le refrain, voilà, grâce à Dieu, avec la Vierge Marie. Magnificat, Magnificat, Magnificat,